voter et appuyer cette motion. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Pendant que la CAQ se chicane sur le troisième lien et le PEC, la crise du logement, elle, continue à sévir. On se rappelle l'année passée, les gens ont eu des augmentations de loyers de 10, 20, 30, 40 %. Cette année aussi, on a reçu des locataires dans le bureau de mon collègue de Laurier-Dorion, des locataires qui ont des avis d'augmentation de 40 %. Comme si ce n'était pas assez, les locataires sont en plus pris en otage par les spéculateurs immobiliers qui profitent du Far West sur le marché. Par exemple, Jean-François Gagnon a été obligé de quitter son appartement dans un immeuble qui appartient à Henri Zavriev. Ce spéculateur a par la suite doublé le prix du même logement. Puis ça, là, c'est interdit par la loi, puis c'est pas la première fois qu'il fait ça. On se rappelle, contre ce spéculateur immobilier, du combat héroïque des aînés à la RPA Mont-Carmel qui sont tenus debout. Encore aujourd'hui, ces gens-là, ces aînés qui ont construit le Québec sont à risque de se faire évincer par cet homme-là. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est ce qu'on voit dans les médias. Des cas comme ça, il y en a des milliers, il y en a plein. Pendant que les locataires sont pris avec des augmentations de loyers faramineuses, pendant qu'ils se font évincer par des spéculateurs, ces gens-là, les spéculateurs immobiliers, ils rient dans leur bar parce qu'il n'y a pas de règles pour les empêcher de faire ça. Là, on se retrouve face à un gouvernement qui est en fin de règne. Le gouvernement avait la chance de poser un geste pour sévir contre ces gens-là. Est-ce que le gouvernement de la CAQ va avoir le courage de sévir contre les spéculateurs immobiliers? Du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, d'abord, pour ce qui est de sévir et puis de mettre des règles additionnelles, c'est déjà fait. Mais Madame la Présidente, le vrai problème, c'est qu'il manque de logement. Il manque de logement actuellement, entre autres à Montréal, et on est rendu à 7 milliards d'investissements. 7 milliards d'investissements. Évidemment, c'est jamais assez pour Québec solidaire. Québec solidaire, c'est toujours plus d'argent. Madame la Présidente, on a investi 4,1 milliards dans le logement abordable, 1,1 milliard dans l'aide au logement, 429 millions dans le crédit d'impôt de solidarité pour le logement, 535 millions dans l'amélioration de l'habitation avec le programme Réno-Région, 497 millions dans la rénovation des HLM. Comment Québec solidaire peut-elle dire la CAQ fait rien? 7 milliards! Qu'est-ce que propose Québec solidaire? Il propose de geler les loyers. Pensez-vous que c'est comme ça qu'on va attirer plus de propriétaires à louer plus de logements? Qu'est-ce que propose exactement, concrètement, Québec solidaire? Complémentaire. Madame la Présidente, je lui parle des spéculateurs immobiliers, pas des petits propriétaires avec qui ça va bien. Les spéculateurs qui prennent plein de mesures pour mettre les gens dehors dans la rue. On est en pleine crise du logement. Québec solidaire, on a fait bien plus de propositions pour aider les locataires que le gouvernement en a fait pendant 8 ans. Tiens, ma question est très simple. J'écoute le premier ministre puis j'ai commencé à avoir un doute. Est-ce qu'il reconnaît qu'aujourd'hui, il existe encore une crise du logement? Est-ce qu'il va agir pour aider les locataires ou il va laisser les spéculateurs faire la loi? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, ben oui, il y a une crise du logement. Il y a 2 ans, il y avait 2 millions d'habitants sur l'île de Montréal. Aujourd'hui, il y en a 10 de plus, 200 000 de plus. C'est pas parce que les Montréalais font des bébés, là. Ils savent très bien pourquoi il y a 200 000 personnes de plus à Montréal. Maintenant, il y a un tribunal du logement pour éviter que des gens augmentent les loyers sans que ça soit fondé. Qu'est-ce qu'elle propose concrètement? Deuxième complémentaire. Pourquoi le premier ministre n'a pas le courage de sévir contre les spéculateurs? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas agir contre les Zavriev, les Chapiro? Il y en a plein. Des gens qui se font évincer, puis c'est interdit par la loi, puis après ça, on leur donne raison. Il y en a des milliers et des milliers. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Et si lui, il a peur, les autres candidats qui veulent le remplacer, est-ce qu'eux autres vont sévir?
La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, j'ai encore entendu aucune proposition constructive. Elle vient de dire, là, pourquoi on n'agit pas contre les spéculateurs qui font des choses qui sont interdites par la loi. Bien, écoutez, on vient de le dire, là, c'est interdit par la loi, donc c'est encadré, puis on agit dans les cas d'abus. Donc, Madame la Présidente, le vrai problème, c'est qu'il manque de logement. Il manque de logement. C'est comme ça dans beaucoup de grandes villes dans le monde où il y a eu une immigration massive. Ben oui. Elle ne veut pas reconnaître ça, qu'il y a une immigration massive. En question principale, je reconnais maintenant le député de Gouin. Attention! Là, je vois deux leaders des deux partis qui sont en train de s'assiner. Ils n'ont pas la parole. Une seule personne a le droit de parole ici. Vous arrêtez. Je veux entendre Monsieur le député. Je suis supposé d'arrêter quand je me lève. Je sais que vous n'avez pas parlé encore, alors on remet ça à zéro pour Monsieur le député de Gouin, parce qu'il n'a pas dit un mot encore. Maintenant, je le représente en question principale. Je reconnais le député de Gouin. On vous écoute. Aujourd'hui, c'est la journée « J'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise ». Et sur les réseaux sociaux, le premier ministre a publié un message que j'appuie à 100%. En ce 12 février, je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Achetez un billet pour une sortie culturelle québécoise. Soyez nombreux à remplir nos salles et à faire vibrer notre belle culture. C'est très inspirant. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que s'apprête à faire la ministre de l'Éducation? Couper massivement dans les budgets pour les sorties culturelles scolaires. On passe notre temps au Québec. On passe notre temps à dire que c'est dommage, les jeunes sont juste sur Netflix, ils ne connaissent pas notre belle culture québécoise. Et la CAQ s'apprête à couper dans les sorties culturelles des enfants. Je ne suis pas le seul à penser que c'est insensé. Il y a près de 12 000 personnes en une semaine qui ont signé la pétition pour demander à la ministre de reculer. Est-ce qu'elle va le faire? Oui ou non? La réponse de la ministre de l'Éducation. Oui. Bien, Madame la Présidente, je pense qu'effectivement, c'est une belle occasion aujourd'hui de souligner l'importance de la culture québécoise, l'importance de mettre de l'avant notre culture, notre langue, et ça se fait à tous les niveaux et à tous les paliers de ce gouvernement-ci, y compris en éducation, Madame la Présidente. Notre gouvernement a fait le choix de donner plus de place à la culture dans le système de l'éducation, dans le parcours scolaire des élèves. Et c'est une notion qui est très bien intégrée, qu'on va continuer d'intégrer en éducation à plusieurs niveaux, Madame la Présidente. D'ailleurs, dès 2019, on a investi 112 millions de dollars sur 5 ans pour permettre, on parlait des sorties culturelles, pour permettre justement des sorties culturelles qui sont gratuites par année là, aux étudiants. On a donné de l'argent pour que les enseignants puissent acheter des livres dans leur classe, des livres québécois, naturellement, Madame la Présidente. Et en plus de faire des sorties culturelles aux élèves, on souhaite que la culture existe dans nos écoles à plusieurs milieux. Je vais remercier mon collègue d'avoir souligné le fait qu'on a reporté d'un an le programme de français, mais les notions qui sont à l'intérieur de ce programme-là, c'est-à-dire d'intégrer plus de lecture, de livres québécois, c'est applicable dès maintenant par nos enseignants, Madame la Présidente. Donc, on va continuer de travailler dans ce sens-là, de continuer d'intégrer la culture à l'école, et c'est à tous les niveaux du gouvernement qu'on met de l'avant notre belle culture québécoise, Madame la Présidente. Première complémentaire. Dans tout ça, il manquait juste une réponse à ma question. Il y a un consensus au Québec au-delà de tout ce qui nous sépare ici. Il n'y a pas d'avenir pour la culture québécoise si on ne la transmet pas à la prochaine génération. Pour l'intégration des nouveaux arrivants, pour la survie du milieu culturel, pour l'épanouissement de la langue française, couper dans les sorties culturelles aux enfants, c'est impossible à justifier. Est-ce que la ministre va faire ce que les 12 000 signataires de la pétition lui demandent et garantir qu'il n'y aura pas de coupure dans les sorties à l'école? La réponse de la ministre. Je suis d'accord avec lui. C'est important d'intégrer cette culture-là dès le plus jeune âge pour être capable de le faire vivre. D'ailleurs, on connaît l'influence, malheureusement, des réseaux sociaux sur nos enfants, sur l'influence des cultures, de la culture américaine, entre autres. Donc, c'est important que l'école soit au cœur de ces discussions-là. Et c'est pour ça qu'on intègre à tous les niveaux, entre autres dans le nouveau programme de français. On a des belles collaborations avec le ministère de la Culture, Madame la Présidente. On va continuer à l'éducation de travailler ensemble, main dans la main. Un répertoire de culture-éducation qui est utilisé depuis plusieurs années
donné par les écoles. Les enseignants s'en servent. Il y a plusieurs façons pour les enseignants d'intégrer la culture à l'école. Et on va continuer de travailler dans ce sens-là et de favoriser cette intégration-là. C'est important, justement, que nos élèves, nos étudiants aient cette exposition-là à notre belle culture. Complémentaire. Le patinage, c'est à Milan que ça se passe. Là, on est à l'Assemblée nationale du Québec et le milieu culturel québécois est aux abois. Les parents sont inquiets et en colère. Ils s'attendent à une réponse claire de la part de la ministre de l'Éducation. Est-ce qu'elle peut garantir qu'il n'y aura pas de coupure dans les budgets pour les sorties culturelles des enfants? Puis il n'y a rien de drôle là-dedans. La réponse de la ministre. Bon, je pense que mon collègue là peut être rassuré que c'est très sérieux la culture et on prend la culture très au sérieux. Je viens de le mentionner. Cette belle intégration-là qu'on a mis de l'avant encore plus que les gouvernements précédents, puis c'est inquiétant pour la suite si le Parti libéral prend le pouvoir. On a mis de l'avant, on a mis de l'argent, on a investi des sommes massives pour être capable d'avoir cette intégration-là de la culture et de l'éducation, et c'est important. C'est encore plus important. Moi, comme parent, je l'ai vu à quel point nos enfants sont vulnérables à cet assaut par les réseaux sociaux de la culture américaine. Donc, c'est important, entre autres la culture américaine, c'est important que dès leur plus jeune âge, on les expose. Alors, va continuer à avoir cette intégration-là de la culture au plus jeune âge, à tous les niveaux, justement parce qu'on met ça de l'avant. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, si on peut certainement se réjouir que le gouvernement et la FMOQ aient enterré la hache de guerre et qu'il se soit enfin entendu, on peut quand même se questionner sur ce qui reste puis ce qu'obtiennent les Québécois et les Québécoises en garantie dans tout ça. Selon le gouvernement, 180 000 patients vulnérables sont supposés être pris en charge. À 4 rendez-vous en moyenne par année, ça fait 720 000 rendez-vous. Si on ajoute les autres patients à inscrire, on dépasse le million de rendez-vous à ajouter, Madame la Présidente. Le hic, c'est que l'entente prévoit seulement 500 000 rendez-vous. La moitié. Insuffisant, clame le Conseil pour la protection des malades. Le Dr Gros, lui, qui pilotait le comité d'experts, n'y va pas du dos de la cuillère en affirmant, et je le cite, « bullshit absolu ». Ce sont ses mots dans le Devoir aujourd'hui. Quand même un lourd constat, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Je le sens venir, allez-y. Bien, écoutez, Madame, le mot utilisé par le collègue, là, je comprends qu'il cite quelqu'un, mais quand même un peu de décorum dans notre Assemblée nationale, Madame la Présidente, là. Hein? Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Et moi, je vous rajouterais que, d'un point de vue purement procédural, on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement. Ce mot est à notre lexique, même s'il s'agit d'une citation. Je vous invite à le retirer. Madame la Présidente, mais c'est quand même assez marquant. Là. Ce sont les mots de l'expert qui pilotait le comité d'experts du gouvernement. C'est quand même assez frappant. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui reste comme garantie de soins pour les patients du Québec avec le PL19? La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, mon collègue de Québec solidaire là, fait des calculs depuis hier. Il fait des règles de 3, il extrapole sur les données de l'année passée, puis là, il essaye de mettre ça dans le chiffrier des 500 000, et ça crée de la confusion, Madame la Présidente. Alors, ce qu'on est en train de faire au Québec, c'est vraiment de changer le statu quo qui n'était plus possible. Tout le monde était d'accord au Québec qu'on ne pouvait garder le statu quo en lien avec l'accès à un médecin de famille ou un professionnel de la santé. Alors, Madame la Présidente, il faut se réjouir aujourd'hui. Notre gouvernement a le courage de mettre en place des modifications importantes, notamment en changeant le mode de rémunération des médecins, en introduisant de la capitation. Ça fait plus de 20 ans que différents experts le demandaient. Puis la différence pour les patients et les patientes et les Québécois et les Québécoises, c'est qu'on va améliorer l'accès selon les besoins de chaque personne, Madame la Présidente, que ce soit l'accès à un médecin, mais je le répète depuis plusieurs jours, ou à un autre professionnel de la santé, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, la confusion, là, ce sont les patients et les experts du Québec qui en vivent suivant le manque de clarification de la part du gouvernement. On apprend par ailleurs dans le Devoir aujourd'hui que la prise en charge collective prévue par le PL19 va coûter 2 fois plus cher à l'État parce que le patient doit quand même passer par le GAP, et ce, en plus des 75 millions additionnels négociés.
Le Trésor québécois ne paye pas 2 fois, il paye 3 fois. Je repose ma question. Dans ce contexte où on paye 3 fois, quelles sont les garanties d'accès pour les patients? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je le répète, c'est complètement inexact de faire des suppositions qu'on va payer 2 fois et 3 fois les médecins. Je ne sais pas où il est allé chercher ça, en tout respect, Madame la Présidente, mais honnêtement, c'est faire un amalgame à partir de données 2024. Je vous rappelle qu'on est en 2026, on a une loi qu'on doit adopter, on a une entente avec la FMOQ, on a un engagement avec nos médecins de famille. C'est un changement par rapport au GAP, qui est le guichet d'accès à la première ligne. Et ce guichet d'accès, il va évoluer, Madame la Présidente. On était très conscients qu'on ne pouvait rester dans cette situation. Et on va donc continuer de travailler avec les médecins et les autres professionnels. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est pas gênant. Les informations viennent du Devoir et des experts qui sont cités par le Devoir. J'invite la ministre à aller lire ce qui est écrit dans le journal aujourd'hui. On apprend aussi qu'au moins 1 patient sur 5 inscrit collectivement ne réussit jamais à obtenir de soins dans le milieu où il est censé être suivi, ce qui engorge d'ailleurs nos urgences parce que les gens se pointent à l'urgence et donc sont payés une 4e fois pour octroyer le même service. 100 $ pour l'inscription collective, 100 $ pour le GAP, 150 $ pour la prime d'inscription des 500 000 patients. Réponse de la ministre. La Présidente, je m'excuse, mais c'est pas sérieux, là. 2 fois payé, 3 fois payé, 4 fois. La prochaine question, si j'en ai une, on va être à 5 fois le paiement. On va sortir de là, Madame la Présidente. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer, justement, d'arrêter de faire ce que vous avez dit qui était fait en 2024, parce que l'article du Devoir parle de 2024. Oui. Et ce qu'on veut, c'est améliorer cette situation. Madame la Présidente, moi, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle ce matin. C'est important qu'il y ait des bonnes nouvelles au Salon Rouge. Bien, au moment où on se parle aujourd'hui, là, c'est 94 196 patients de plus qui sont inscrits, bravo. Madame la Présidente. Je suis tellement satisfaite de ça, puis on va s'assurer que la prise en charge